Professeur Ali Daoudi, bonjour. Bonjour. Alors la sécurité alimentaire est une préoccupation majeure à travers le monde. Tout le monde et aujourd'hui connaît des bouleversements par rapport à ce qui se produit sur le plan géopolitique. L'alternative pour l'Algérie, l'agriculture intensive. Absolument. En tout cas, le développement de la production agricole est une priorité absolue pour garantir la sécurité alimentaire. On se rend compte aujourd'hui qu'il y a plein de paramètres, à la fois internes mais surtout externes, qui peuvent perturber les disponibilités alimentaires. Et donc, il faut aujourd'hui mettre en place une politique qui nous permet de sécuriser nos approvisionnements, que ce soit en promouvant la production nationale, en promouvant les stocks, en promouvant aussi notre capacité à nous positionner sur les marchés internationaux et à faire les achats au moment opportun lorsque les opportunités sont intéressantes pour nous sur le marché international. Donc, en définitive, il nous faut aujourd'hui une capacité de pilotage de notre stratégie de sécurité alimentaire multifacteur, multidimensionnelle, parce que on voit que nous évoluons dans un monde de plus en plus complexe où l'incertitude devient un facteur structurant et où, pour se préserver, il ne faut pas mettre ses œufs dans un seul panier. Donc, il faut multiplier des leviers pour assurer la sécurité alimentaire à la fois à court terme mais aussi sur le long terme. Alors, cette agriculture intensive nécessite un savoir-faire et une maîtrise technologique et une véritable feuille de route avec, bien sûr, un plan de charge bien défini au départ. Monsieur professeur Ali Daoudi. Absolument. Alors, l'agriculture intensive, il faut rappeler que nous sommes dans un pays semi-aride, voire aride, et que le premier facteur d'intensification, c'est l'eau. Donc, le premier facteur d'intensification de la production agricole, c'est l'eau. L'eau est une ressource rare, et donc tout l'effort doit être concentré sur la maîtrise, justement, de ce facteur pour, justement, augmenter sa productivité. Le peu d'eau que nous avons devrait être utilisé pour produire le maximum de biens possible. Et donc, c'est ça le challenge d'aujourd'hui et de demain. C'est-à-dire comment innover à la fois sur le plan technologique, mais aussi innover sur le plan organisationnel pour une meilleure gestion des ressources en eau disponibles sous toutes leurs formes, qu'elles soient superficielles ou souterraines, ou même des ressources en eau, j'allais dire non conventionnelles, comme tout ce qui est eau épurée, enfin l'eau usée, épurée, mais aussi l'eau dessalée. Toutes les formes d'eau disponibles devront être mobilisées d'une manière rationnelle au service de la sécurité alimentaire. Nous voyons bien comment nous subissons aujourd'hui de plein fouet les effets du changement climatique. Nous sommes en décembre, il a très peu plu. Et quand il ne pleut pas, ça veut dire qu'on est en train de taper sur nos réserves stratégiques qui sont les nappes souterraines. Alors toute l'agriculture fonctionne essentiellement sur la base des nappes souterraines. Et donc même si nous ne les voyons pas, nous avons quelques indicateurs qui montrent qu'il y a quand même un début de surexploitation. Et dans beaucoup de régions, il y a quand même un phénomène de rabattement. Donc, on est appelé à la fois, bien sûr, on ne peut pas ne pas utiliser ces ressources parce que c'est les seules qui sont disponibles, mais on est appelé à diversifier nos ressources en recourant aux eaux non conventionnelles, mais surtout en préservant les ressources disponibles, notamment les eaux souterraines. Mais bien sûr, cette agriculture intensive sera essentiellement au niveau du sud du pays où le problème de l'eau ne se pose pas. Alors, il faut identifier les cultures qui doivent faire l'objet aujourd'hui d'une agriculture intensive, soja, maïs, céréales, betteraves, sucrières. Il faut impérativement les identifier ou on peut tout faire? Alors, on peut pas. C'est clair qu'on ne peut pas tout faire. Mais après, comme on a besoin de consommer diversifié pour avoir une consommation de qualité, on ne peut pas non plus avoir juste 3 ou 4 produits qu'on va produire. On va continuer à tout produire. Par contre, il y a des produits pour lesquels un choix, et d'ailleurs il est déjà fait, notamment pour les céréales. Les céréales, de mon point de vue, c'est l'épine dorsale de notre stratégie de sécurité alimentaire. Et donc, pour ces produits-là, sécuriser la production nationale en recourant à l'intensification de la production par l'irrigation est un choix qui, de mon point de vue, s'impose d'une manière forte aujourd'hui. Nous n'avons pas le choix. Vous allez voir que nous sommes en train, l'année dernière, cette année, l'année d'avant, les conditions climatiques étaient défavorables, la production céréalière n'était pas au rendez-vous. Si par malheur,
un accident climatique frappe les pays producteurs et que les prix des céréales continuent à la hausse ou reprennent à la hausse, on sera dans des situations difficiles. Nous avons tout intérêt à ce qu'il y ait une stratégie de production des céréales en partie en irrigué pour pouvoir maîtriser justement les niveaux de rendement et la production et sécuriser nos approvisionnements. Donc, l'un des défis stratégiques, c'est d'intensifier la production céréalière. Vous parlez du Sud, justement, il faut tout mettre en place pour pouvoir produire minimum 150-200 000 hectares en irrigué dans le Sud pour les céréales. Céréales en alternance avec une autre culture, notamment des légumineuses dans le Sud ou une autre céréale d'été pour les fourrages, mais en tout cas, il nous faut ça. Et aujourd'hui, je pense que la volonté politique est clairement affichée dans ce sens et qu'il y a des efforts qu'il va falloir peut-être intensifier, peut-être aussi accompagner par des mesures supplémentaires. Récemment, le ministère de l'Enseignement supérieur, à travers la DGRSDT, ils ont lancé un réseau de recherche autour de l'agriculture saharienne, justement pour venir en appui à cette politique de consolidation de la production, de renforcement de l'agriculture saharienne. C'est une excellente nouvelle. Il va falloir mettre les moyens au service à la fois de la production agricole, c'est-à-dire le secteur agricole, pour lancer effectivement cette agriculture saharienne tant souhaitée, lui donner un deuxième souffle à travers des investissements publics importants qui aujourd'hui tardent à venir quand même, et aussi en donnant les moyens à la recherche pour pouvoir accompagner cette agriculture dans le Sud qui doit être une agriculture durable. Nous devons orienter cette agriculture vers l'agriculture durable, intensivement durable. C'est un mot qui peut paraître aujourd'hui, beau, mais son contenu est à produire. C'est-à-dire, oui, nous avons le challenge d'augmenter la production, d'intensifier la production dans le Sud en recourant à des ressources hydriques souterraines qui, parfois, oui, sont considérées comme non renouvelables, mais aujourd'hui, le progrès technique permet d'utiliser ces ressources hydriques, de minimiser les quantités à l'hectare, d'augmenter la productivité de chaque mètre cube utilisé et de sécuriser les approvisionnements et de préserver la ressource. C'est jouable, c'est pas facile. Ça doit être fait. Le progrès technique avance tellement vite. Nous devons justement être en avance par rapport à ces questions, maîtriser, avancer et sécuriser notre approvisionnement en produits agricoles. Et c'est le principe de l'agriculture durable. Mais pour réussir, faut-il aller vers des partenariats et des partenariats stratégiques avec des pays leaders qui auront réussi dans certaines filières, comme par exemple celle des céréales. Vous avez les Canadiens, vous avez les Français, vous avez les pays de l'Europe de l'Est. Faut-il aller vers des partenariats stratégiques ? Absolument. Regardez, le partenariat a toujours été un vecteur à travers lequel beaucoup de pays ont réussi à leur décollage économique. Alors, ça n'a pas été le cas pour nous, dans le domaine de l'agriculture notamment. Parce il y a eu des tentatives, mais qui ont échoué. Parce qu'il faut regarder un peu les paramètres qui ont bloqué justement. Alors, le partenariat peut apporter deux choses qui peuvent nous aider à accélérer notre cadence. D'abord, les capitaux et ensuite le savoir-faire technologique. Et ce partenariat, il faut bien le raisonner. C'est-à-dire le partenaire ne peut pas venir faire à votre place certaines choses. Il faut savoir qu'est-ce qu'on veut, négocier les partenaires, choisir les partenaires qui ont les compétences réelles et non pas s'engager sur des partenariats qui, à la limite, cherchent de récupérer une rente eux-mêmes, parce qu'il ne faut pas se tromper. Ceux qu'on a en face ne partagent pas nécessairement les mêmes intérêts que nous, et donc il faut faire des partenariats gagnant-gagnant. Et pour cela, il faut d'abord créer un environnement des affaires attractif. Regardez aujourd'hui... Avec le code de l'investissement. Absolument, le code de l'investissement et qui améliore l'attractivité du pays, mais il faut peut-être aussi regarder sur d'autres paramètres, par exemple l'accès au foncier agricole. Si demain on fait venir des partenaires, quelles conditions d'accès au foncier agricole, quelles conditions d'accès à l'eau, quelles conditions d'accès à l'énergie subventionnée, parce qu'aujourd'hui nous avons un facteur d'attractivité qui est indéniable, c'est le prix de l'énergie. Le prix de l'énergie. L'Europe est en train aujourd'hui de subir une crise qui est en train de remettre en cause les modèles productifs. L'industrie européenne est en train de partir. L'agriculture européenne aussi est en train de subir le contre-coup de cette question de l'énergie. C'est une fenêtre d'opportunité pour l'Algérie pour attirer les investissements européens, mais essentiellement,
un investissement européen qui nous ramène la technologie pour préserver nos ressources naturelles et en contrepartie de la disponibilité de notre énergie pas chère. Et justement, vous rejoignez ce que disait hier professeur Mourad Preur. Il est plus que nécessaire de profiter de cette opportunité de crise pour, bien sûr, attirer les IDE et les investissements directs étrangers et, bien sûr, les gens qui maîtrisent cette technologie dans le domaine aussi bien énergétique que celui de l'agriculture. On a parlé de partenariat. Est-ce qu'il faudrait, au niveau du sud du pays, par exemple, donner, puisqu'il y a l'audace aujourd'hui, de grandes superficies de telle sorte à réussir ce challenge d'aller vers, bien sûr, cette agriculture intensive qui concerne aussi l'élevage. C'est le même principe pour l'élevage. Alors, les grandes exploitations, nous avons essayé il y a quelques années d'attribuer, enfin, pour faire un petit rappel historique. Al-Bayad, avec les Américains. Exactement. Vous revenez à ce projet. Et en Algérie, la fin des années 80, on avait donné aussi de grandes superficies à des investisseurs pour développer la sylviculture. On ne donne pas, hein, c'est des concessions sur 90 ans. Oui, c'est ça ce que donner, attribuer des concessions sur 40 ans, pas 90 ans. Renouvelable. C'est des concessions de 40 ans. Donc, attribuer des concessions sur de grandes concessions. Pour l'instant, nous n'avons pas de success story qui justifie ce choix. Alors, pourquoi pas garder les deux modèles? Mais je pense que le modèle qui a donné le plus de résultats, c'est le modèle des exploitations de taille moyenne, c'est-à-dire des tailles de 500 hectares à 1000 hectares. Ce sont des tailles à l'échelle des investisseurs algériens qui peuvent être mises en valeur et qui, pourquoi pas, laisser la possibilité à ceux qui réussissent pour étendre la superficie qui leur a été attribuée. Mais d'emblée donner des milliers d'hectares à des exploitants sans avoir nécessairement les conditions de réussite, nous n'avons pas encore une exploitation de plusieurs milliers d'hectares qui a réussi en Algérie. Laissons venir les choses progressivement. Et moi, je pense que la question de l'agriculture saharienne à grande échelle, ça peut se faire, mais moyennant un accompagnement public très, très poussé, c'est-à-dire un cahier de charge très strict, un cahier de charge avec un dispositif de suivi de sa mise en œuvre pour s'assurer que les grandes acquisitions, les grandes attributions qui sont faites soient réellement exploitées. Et sinon, on se rendrait compte très tôt pour pouvoir récupérer le foncier, le réattribuer, ne pas bloquer le foncier sur une période. Le foncier, malgré tout, le foncier et l'eau dans le sud ne sont pas si abondants que ça. Enfin, ils sont abondants, mais ils ne sont pas indéfiniment disponibles. Et donc, il va falloir aussi faire attention à leur attribution et les attribuer à ceux qui peuvent réellement les exploiter. Il faut procéder aussi à la décalcification de l'eau au niveau du sud du pays. Alors, aujourd'hui, vous avez ceux qui disent que la tendance est en train de s'inverser. C'est plutôt le sud qui va, à l'avenir, nourrir le nord du pays. Et ça sera le véritable grenier agricole de l'Algérie, puisqu'on a vu que dans certaines localités, il y a des expériences extrêmement réussies. Vous avez Biskra avec tous les produits maraîchers. Vous avez Oued-Souf avec bien sûr la production de la pomme de terre. Même principe pour Adrar actuellement et même Tamanrasset qui est en train aujourd'hui d'évoluer pour augmenter les rendements agricoles dans certaines filières qui sont extrêmement importantes. C'est le cas, c'est la raison pour laquelle maintenant il va falloir financer et investir davantage dans le sud puisque nous savons qu'au niveau du nord, les superficies agricoles sont limitées. Même si on peut en récupérer certaines, c'est ce que disent au niveau de l'agriculture les responsables actuels. Moi, je pense que, voyant l'importance des défis qui nous attendent, on ne peut pas dire qu'on va développer uniquement le sud ou uniquement le nord. Il faut qu'on développe les deux. C'est vrai que dans le sud, nous avons l'impression que c'est relativement 3 millions d'hectares pour bien sûr la céréaliculture. Globalement, c'est 8 millions et demi de terres arables. Cette facilité est une relative facilité de façade. Au fait, ce n'est pas si facile que ça. L'agriculture saharienne n'est pas une œuvre facile. Si c'était facile, ça se saurait. Nous avons effectivement, vous les avez cités, des success stories à l'Oued et à Biskra, et nous sommes très fiers. Adrar actuellement oui, Adrar, c'est essentiellement de la phéniciculture et des cultures maraîchères. Les grandes cultures, les produits pour lesquels nous avons une grande dépendance vis-à-vis du marché mondial, ça tarde à venir. Les modèles n'émergent pas encore. Et c'est sur ça qu'il faut mettre le paquet aujourd'hui. Et on en a les potentialités. Bien entendu que nous avons les potentialités. Nos produits sont d'une grande valeur gustative. Et donc, il faut mettre le paquet. Il faudrait qu'on arrive à réussir le modèle de grandes cultures dans le Sud. Et ça, c'est moyennant, de mon point de vue,
encore, pendant quelque temps, l'investissement public très important. Aujourd'hui, les attributions qui sont accordées dans le cadre de la mise en valeur, c'est des attributions de terres qui ne sont pas nécessairement toutes aménagées. Il serait peut-être intéressant aujourd'hui de revenir vers un programme d'aménagement de grands périmètres qui seraient équipés à minima pour rendre facile leur mise en valeur. C'est la condition qui permettrait d'accélérer aujourd'hui le processus de mise en valeur dans le Sud. Alors, professeur Ali Daoudi, je voudrais revenir avec vous pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction sur plusieurs aspects par rapport aux ambitions aujourd'hui affichées d'aller vers une agriculture intensive, de drainer bien sûr les investissements. Vous avez parlé d'investissement, vous avez parlé de partenariat. En termes de partenariat et d'investissement public, que faut-il, sachant que l'agriculture est un secteur stratégique et de souveraineté, plus que jamais aujourd'hui? Alors, il y a dans ce que vous évoquez deux axes importants. Le premier axe, c'est l'axe de l'investissement public. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a encore besoin que l'État mette le paquet, mais d'une manière franche, sur le développement de l'agriculture. Financer davantage à la fois les infrastructures publiques, mais aussi parfois directement l'aménagement des périmètres irrigués dans le Sud aujourd'hui. Les soutiens aussi aux agriculteurs. Ça, j'y arrive. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs axes sur lesquels l'État aujourd'hui doit mettre le paquet pour redynamiser l'agriculture. Il y a aujourd'hui, les chiffres de 2021 sont publiés par l'ONS, il y a un léger recul de la production agricole. Et donc, c'est un indicateur qu'il faut prendre au sérieux et qui doit encore consolider la démarche et les choix qui sont faits aujourd'hui par l'État de renforcer le secteur agricole, mais en mettant davantage de moyens. Bien sûr, quand on met davantage de moyens, on est aussi tenu de veiller à ce que les moyens publics soient bien utilisés et que les conditions soient bien utilisées. Mais je préfère quand même que cette possibilité soit renforcée, que l'argent public soit engagé dans le secteur agricole vers les investissements de demain. Parmi les investissements de demain, c'est l'aménagement des périmètres irrigués dans le Sud. Et surtout, quand je dis aménagement des périmètres, c'est surtout pour pouvoir contrôler le pompage d'eau et l'utilisation de l'eau. On doit, dans l'agriculture du Sud de demain, notamment celle qui est basée sur l'utilisation de l'albien, avoir soit l'agence des bassins, l'ABS Sahara, à qui on change les missions et on lui donne la mission de veiller à l'utilisation des bassins, de la nappe, soit on crée une agence qui suit uniquement le pompage sur cette nappe pour s'assurer que tout mètre cube pompé est bien valorisé. C'est vraiment une condition nécessaire. Et qu'une partie des gros forages qui seront réalisés pour irriguer cette agriculture saharienne soit sous le contrôle justement d'organes, sous le contrôle de l'État. C'est une condition nécessaire. Deuxième pilier qu'il va falloir évoquer, c'est celui de l'agriculture du Nord. Il ne faut pas l'oublier. Il faut qu'il y ait des subventions aux agriculteurs. Les agriculteurs, j'ai noté avec beaucoup de satisfaction l'ensemble des efforts qui sont faits, l'augmentation des prix pour les céréales, le soutien aux engrais, le soutien aux équipements d'irrigation. C'est excellent ce qui est en train d'être fait. Mais ce n'est pas suffisant. Le secteur agricole aujourd'hui subit une crise. Il va falloir être aux côtés des agriculteurs. C'est vraiment notre bras alimentaire. Le bras alimentaire de l'Algérie, c'est les agriculteurs. Il faut être attentif vis-à-vis de ces agriculteurs, les écouter, les accompagner, résoudre leurs problèmes. Et leurs problèmes sont connus aujourd'hui. Il va falloir les accompagner massivement. Concernant le partenariat, vous l'avez évoqué, le partenariat, moi je pense qu'il nous faut une stratégie. Stratégie qui cible à la limite deux grands types de partenaires. Un partenariat qu'on cible pour valoriser nos ressources, notamment énergétiques. L'Europe, je le disais tout à l'heure, est en train de connaître une mutation dans son secteur agricole sous l'effet de la crise énergétique. Beaucoup d'exploitations agricoles ne peuvent plus produire d'une manière compétitive sur le sol européen parce que le coût d'énergie devient excessif. Ces exploitations qui sont aujourd'hui à la pointe de la technologie pourraient être ramener en Algérie. Il faudrait qu'on aille les chercher. Une délocalisation des investissements. Pourquoi je dis ça ? C'est l'occasion ou jamais de le faire. Mais ça ne doit pas se faire dans n'importe quel sens. Parce qu'on ne veut pas de l'agriculture qui pompe nos ressources hydriques. Nous avons besoin de l'agriculture intelligente qui est développée dans certains pays, qui est très économe en ressources en eau et en sol. Par contre,
Ils n'ont pas l'énergie, nous avons l'énergie. Nous pouvons justement délocaliser pour faire de la coproduction en Algérie, qui sera en partie destinée pour le marché national et l'autre partie destinée pour l'exportation. Ce dont vous parlez tout à l'heure, Biskra et l'Oued, ont besoin de changer de modèle technique. Le modèle technique de l'agriculture maraîchère dans le sud a atteint ses limites de mon point de vue. Il faudrait qu'on arrive à les accompagner pour shifter vers un modèle beaucoup plus rationnel, beaucoup plus économe en ressources naturelles, notamment hydriques. Ça ne peut se faire qu'à travers le partenariat avec les pays leaders dans ce domaine. Et moi, il y a des échos, des premiers échos, quand on observe l'évolution, la crise par laquelle passe l'agriculture européenne aujourd'hui, il y a réellement moyen d'aller chercher des investisseurs qui sont déjà à la recherche dans les pays voisins d'opportunités d'investissement, de délocaliser leur production dans ces pays. Nous pouvons les accueillir chez nous, nous avons plus d'avantages comparatifs. Ça, c'est le premier type, c'est pour valoriser l'énergie, coproduire localement pour en partie le marché mondial et avoir une place sur ce marché. Alors quand vous parlez de l'agriculture intelligente, est-ce qu'il faudrait impérativement aussi, dans l'étape que nous traversons actuellement, puisqu'on l'a souvent omis, l'association des chercheurs et des scientifiques, les laboratoires de recherche, notamment pour ce qui concerne l'agriculture intensive au niveau du sud du pays, pour maîtriser et rationaliser la consommation d'eau? Mais bien sûr, on ne peut pas faire... Tous les défis dont on est en train de parler ne peuvent pas être levés juste comme ça par la volonté. Il faut qu'il y ait derrière... Une synergie entre tous les secteurs. Et je vous ai parlé au début de ce réseau d'agriculture, de ce réseau de recherche autour de l'agriculture saharienne. C'est une excellente chose. Ce réseau fait par le ministère de l'Enseignement supérieur. Exactement, par la DGRSDT. Ce réseau doit être accompagné financièrement avec beaucoup de moyens pour justement mobiliser toutes les compétences nationales autour de la résolution des problèmes prioritaires de cette agriculture saharienne. Problèmes prioritaires des acteurs qui sont aujourd'hui engagés dans la mise en valeur et qui rencontrent des difficultés techniques. Ce réseau peut mobiliser le savoir-faire nécessaire, national et aussi de la diaspora, pour résoudre les problèmes. Mais ce réseau doit aussi préparer les solutions de demain, les solutions qui garantiront la durabilité de cette agriculture saharienne, qui est fragile, qui est dans un environnement ultra sensible. Mais est-ce qu'il faut identifier les régions, les wilayas qui vont faire l'objet, bien sûr, de cette agriculture intensive? On ne peut pas la faire partout. On la fera où les ressources sont disponibles. Et nous avons... Le périmètre, les conditions, le financement. Là où les conditions hydriques le permettent, là où les conditions le sol le permet. Et là aussi, bien sûr, on ne va pas implanter des périmètres de mise en valeur, là où il y a un problème d'ensablement ou sur un couloir de vent, au risque de menacer la pérennité de ce périmètre. Donc, les paramètres techniques sont maîtrisés, je pense, pour ça. Il faudrait peut-être qu'on continue l'exploration pour justement repérer et affiner notre diagnostic, notre connaissance des territoires potentiels pour la mise en valeur. Et ça, c'est pour la grosse mise en valeur. Vous parlez tout à l'heure de Tamanrasset et de Djanet et de l'extrême sud, qui sont des wilayas sur le plan hydrique, ne sont pas très riches en ressources hydriques, mais qui ont des potentialités qui doivent, de taille moyenne et de faible taille, qui doivent être valorisées au service d'une sécurité alimentaire territoriale. Il faudrait qu'on ait, comme on l'a souvent dit... Mais c'est des régions touristiques aussi. Absolument. La sécurité alimentaire, il faudrait qu'on l'aborde d'une manière macro, à l'échelle nationale, mais il faudrait aussi qu'on l'aborde à l'échelle territoriale. Il faudrait que chaque territoire valorise ses ressources, produit pour les besoins en fonction de ses potentialités naturelles, produit pour les besoins de sa population, dans le cadre d'une stratégie intégrée, bien entendu, avec un marché national qui vient en appoint. Sans perdre de vue, bien sûr, la vocation des wilayas. Tout à fait. Donc, c'est vraiment, important dans ce sens. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, il y a une réflexion sur la valorisation des territoires et revenir, bien sûr, au plan d'aménagement du territoire qui a été, bien sûr, enfui au fond des tiroirs. Pour l'auto-entrepreneuriat, puisque maintenant les décrets sont signés, il faut orienter vers le secteur agricole les jeunes souhaitant investir dans certains secteurs. L'agriculture, c'est l'opportunité ou jamais. Avoir des petites exploitations de moyenne ou de petite taille, aussi bien pour l'agriculture que pour l'élevage. Alors moi, le texte sur l'auto-entrepreneur, moi je le vois comme opportunité pour booster la création d'entreprises dans l'écosystème de l'agriculture, c'est-à-dire des entreprises portées par des ingénieurs, des startups, pas que des startups, pour l'agriculture intelligente. Des PME, pour accompagner le secteur agricole, leur offrir des services d'agriculture intelligente, leur offrir des services en termes de prestations de services mécaniques, en termes de valorisation, de transformation des produits, en termes de labellisation. Et donc oui,
aujourd'hui, ce statut va permettre, je l'espère, connaître aussi les potentialités existantes au niveau des régions, parce qu'on a besoin de connaître toutes les régions. Exactement. Et donc, ce cadre légal va faciliter l'installation. Ça va inciter les ingénieurs à se lancer à leur propre compte pour créer des entreprises au service de cette agriculture. On croit que l'agriculture, c'est comme avant. L'agriculture de demain ne sera pas comme l'agriculture. Il n'y a plus la pénibilité. Et donc, il faut qu'il y ait les services autour pour à la fois réduire la pénibilité, réduire la pression sur les ressources, réduire les risques sanitaires, parce que nous, il y a aussi la qualité. La qualité, c'est une question très importante. Donc, lorsqu'il y a des laboratoires qui accompagnent les agriculteurs pour justement analyser leurs produits, analyser ce qu'ils sont en train de faire, analyser leur sol pour leur indiquer, adapter l'itinéraire technique en fonction des besoins du sol. Tous ces services qui sont aujourd'hui, on les connaît et ils conditionnent l'amélioration des performances techniques de l'agriculture, ne sont pas disponibles. En tout cas, ils ne sont pas disponibles à un coût qui soit accessible à tous les agriculteurs. Donc, le développement de l'entrepreneuriat autour des exploitations agricoles, autour de l'activité agricole, va permettre justement d'améliorer les performances. Et on parle justement de la compétitivité systémique. Et justement, le secteur agricole deviendra compétitif lorsque son environnement s'améliorera et deviendra lui-même compétitif. Et ouverture des débouchés aussi aux agriculteurs pour vendre peut-être à l'avenir, même sur Internet, et casser bien sûr cette chaîne interminable d'intermédiaires qui fait que parfois, on le dit souvent, les grands perdants dans cette agriculture, c'est l'agriculteur lui-même et le consommateur, en raison bien sûr de la multiplication des intervenants. Alors je voudrais revenir avec vous aussi sur la question qui est importante aujourd'hui, avec bien sûr cette opportunité d'aller vers l'auto-entrepreneuriat. Est-ce qu'il faudrait aussi inciter les jeunes ou les ingénieurs, parce que l'auto-entrepreneuriat concerne tout le monde, à aller vers certaines techniques qui sont importantes pour augmenter les rendements, à savoir travailler sur les semences? Ça, c'est les laboratoires de recherche, vous me direz. Non, je dirais que la question des semences, c'est pas l'auto-entrepreneuriat. La question des semences, c'est plutôt... Les laboratoires. C'est plutôt les laboratoires de recherche et les firmes semencières. Parce que nous n'avons aujourd'hui en Algérie... On peut les développer avec l'auto-entrepreneuriat. Bien sûr. Donc en Algérie, nous avons aujourd'hui une vision que la question semencière doit être essentiellement portée par les institutions publiques, mais on peut avoir une stratégie mixte où une partie du secteur semencier soit portée par des entreprises semencières privées en partenariat avec des instituts de recherche publics. Et donc, on oublie souvent tout ce que peut offrir le cadre de partenariat public-privé. Oui, des petites pépinières qui réalisent aussi ce travail. Mais bien sûr, quand on parle de semences, il va falloir développer des capacités, justement, de recherche pour pouvoir développer l'obtention variétale. La semence, c'est ça. La semence, il y a les semences fixes qu'on peut multiplier, et ça, le privé peut le faire facilement, moyennant des facilitations. Par contre, le défi de demain, c'est essentiellement de développer des ressources génétiques nouvelles, de la semence nouvelle qui s'adapte aux conditions climatiques de demain. Et qui peut assurer, bien sûr, des rendements importants. Ça peut se faire qu'à travers des capacités de recherche, et les capacités de recherche sont aujourd'hui disponibles dans les institutions publiques, mais peuvent aussi travailler en partenariat avec les entreprises privées. Nous avons quelques petits exemples qui commencent à se développer. C'est une excellente chose sur certains produits, mais il faut les renforcer, il faut créer le cadre pour un partenariat public-privé autour de la promotion de la semence en Algérie. La semence, ce n'est pas que l'affaire des obtenteurs publics, il faut créer l'espace pour les obtenteurs privés et créer les conditions institutionnelles pour un partenariat public-privé autour de ça. C'est vraiment très important. Vous savez que les obtenteurs dans les pays européens, c'est essentiellement des obtenteurs privés, mais qui ont soit leur propre service de recherche-développement, soit qui travaillent avec les organismes publics de recherche-développement. Il faut qu'on crée ces passerelles entre les demandes pour justement sécuriser nos approvisionnements en semences. Même principe pour la génétique animale aujourd'hui, on peut orienter les jeunes entrepreneurs vers bien sûr c'est-à-dire des élevages de moyenne taille, par exemple, professeur Ali Daoudi. Alors, vraiment, l'élevage en Algérie, il nous pose des défis aussi très importants. On se rend compte aujourd'hui... Ça rentre aussi dans la sécurité alimentaire. Bien entendu. On se rend compte que une bonne partie de notre élevage, je pense en l'occurrence à l'élevage intensif, que ce soit avicole ou bovin,
est trop dépendant de la matière première importée. Le complexe tourteau de soja, maïs et ou bien maïs pour le bovin. Et le défi, c'est vraiment de trouver des substituts alimentaires locaux à ce maïs et à ce soja qui sont importés. Par exemple? Par exemple, c'est le triticale qui a été développé pendant longtemps et on avait maîtrisé et qu'on peut produire localement, qui a été un peu abandonné, laissé de côté. Il y a aussi le lupin, qui est une légumineuse qui a un potentiel fantastique et sur lequel la recherche peut reprendre le travail. C'est une légumineuse très riche en protéines qui peut remplacer en partie le soja, parce que le soja est intégré dans l'alimentation des animaux parce qu'il c'est un apport protéique. Donc, il y a des substituts sur lesquels il y a quand même un capital de recherche et qu'on devrait reprendre pour justement, à la limite, réduire notre dépendance vis-à-vis du marché mondial. Et bien sûr, si demain on arrive à développer une production de graines oléagineuses en Algérie, une partie des coproduits de cette industrie oléagineuse va aller vers l'alimentation de bétail, mais il ne faut pas oublier les produits locaux, les espèces locales riches en protéines et qui peuvent justement devenir des substituts au soja importé et au maïs importé. Le triticale, le lupin, le pois fourragé et les autres légumineuses locales qui sont adaptées aux conditions climatiques et qu'on peut produire dans le cadre de nos systèmes de production localement. Ça ne substituera jamais la totalité, mais ça réduira notre dépendance vis-à-vis du marché mondial. Et vous avez, par rapport à ce que vous êtes en train de dire, cette question de l'auditeur qui vous dit aussi, il y a cette alternative, le pain perdu pour l'aviculture notamment. Alors, professeur Ali Daoudi, si vous permettez, juste par rapport à ce point, l'idéal pour le pain perdu pour l'aviculture, c'est qu'il n'y ait pas de pain perdu. L'idéal, c'est de lutter contre toute forme de gaspillage de pain. Parce que c'est des céréales importées. Exactement, c'est des céréales nobles qui sont importées au dollar fort, à monnaie forte et qui sont subventionnées par l'argent public. L'idéal, c'est qu'il y ait 0 baguette de pain gaspillé. Il faut pas que... Et s'il faut, l'argent qui serait économisé serait peut-être destiné à l'importation de céréales de seconde qualité destinées à l'élevage, mais pas le blé noble que nous sommes en train d'importer pour les humains et qui est par la suite utilisé pour l'alimentation des Mais animaux. nous avons quand même de la baguette qui est jetée quotidiennement dans les ordures. Elle pourrait servir aussi pour le recyclage dans le cadre de l'auto-entrepreneuriat au profit des jeunes qui pourraient bien sûr la transformer et devenir aussi un aliment de bétail. Autre question, professeur Ali Daoudi, aujourd'hui nous sommes quand même à la croisée des chemins, nous avons beaucoup d'ambitions, on a le droit de les afficher, de les montrer aujourd'hui puisque nous avons des avantages comparatifs, on a aussi de la ressource humaine qui pourrait accompagner toute cette dynamique que connaît actuellement l'économie qu'elle pourrait connaître en 2023 avec la réalisation et la mise en place de plusieurs projets structurants, notamment dans le domaine de l'agriculture, puisque nous avons quand même 1 700 000 étudiants au niveau des universités, sans parler bien sûr de ceux qui sont au niveau de l'enseignement professionnel. Il faut accompagner justement cette agriculture intensive par une refonte de la carte de formation au niveau des universités, impérativement, professeur Ali Daoudi, pour nous adapter au niveau technologique actuel. Parce qu'on a tendance à penser qu'on est quand même un peu en retard. Alors, ou en rate. Allez. Moi, je n'irai pas jusque-là, mais je dis qu'aujourd'hui, nous avons quand même, par rapport à l'agriculture, l'offre de formation universitaire concerne les ingénieurs essentiellement, puisqu'on parle directement. Donc, elle est assez conséquente. Peut-être qu'il faut mettre un peu plus de moyens parce que, effectivement, vous avez raison de dire... Les choses avancent très vite sur le plan technologique. Exactement. Et donc, les universités dédiées aux enseignements de l'agronomie ont besoin de beaucoup de moyens pour, justement, actualiser leur offre de formation, notamment en termes d'outils et pédagogiques pour former des ingénieurs qui soient au fait de toutes les nouveautés technologiques. Mais ce qui manque, de mon point de vue, le plus aujourd'hui en termes de ressources humaines, c'est l'échelon intermédiaire, c'est la formation des techniciens supérieurs et de techniciens. Au niveau de la formation professionnelle. L'offre en partenariat entre formation universitaire et formation... Créer cette passerelle. Créer cette passerelle.
parce que le secteur agricole a aussi besoin d'opérateurs directs qui interviennent au niveau de la production, en appui à la production. Et ce n'est pas nécessairement que des ingénieurs, les techniciens supérieurs. C'est un palier qu'aujourd'hui, on n'en forme pas beaucoup, alors qu'ils sont indispensables. Et donc, c'est comment former pour les métiers agricoles, pas seulement les ingénieurs, mais les métiers agricoles de demain. C'est, par exemple, tout ce qu'aujourd'hui, on est en train de perdre. Si on veut avoir une agriculture dans le sud, c'est une agriculture qui sera ultra mécanisée. Et bien, c'est des gens spécialistes du machinisme agricole, mais de dimensions différentes de celles que nous avons. Et ces spécialistes de cette machinisme agricole n'existent pas aujourd'hui. Mais est-ce qu'il faut créer aussi, par exemple, des usines qui fabriqueront essentiellement du matériel agricole au niveau de ces localités pour éviter, bien sûr, à la demande aussi des agriculteurs? Est-ce qu'il faudrait penser à ça? Vous avez parlé la dernière fois de la nécessité d'aller vers une mécanisation beaucoup plus performante. Visiblement, on vous a entendu. On a autorisé l'importation des engins agricoles ou des tracteurs à fort rendement. Est-ce qu'il faudrait faire encore plus aujourd'hui, puisque nous sommes quand même dans un virage? Il faut qu'il y ait, c'est-à-dire une synergie entre l'industrie, l'agriculture, l'enseignement supérieur, formation professionnelle, les ressources hydriques, le ministère du Commerce, puisqu'on va parler aussi de la régulation et de la distribution. Est-ce qu'il faut qu'il y ait, c'est-à-dire une synergie entre les différents secteurs? Bien sûr qu'il faut qu'il y ait la synergie. Par contre, avoir une industrie de matériel agricole pour un marché restreint, ça marche. Enfin, c'est un autre calcul. On peut pas avoir. Il n'y a aucune industrie qui peut s'installer pour un marché de quelques milliers de tracteurs. C'est pas rentable parce qu'il y a des économies d'échelle qu'il faut assurer. Et donc, on doit peut-être inciter des investisseurs internationaux à venir installer leur équipementier ici, leur usine ici, mais pour un marché beaucoup plus large que l'Algérie, le marché nord-africain. Aller vers l'Afrique. Ou le marché africain. Ça, ou à ramener leur propre matériel roulant, parce que pour la question de la pomme de terre avec les Américains, le problème, c'est que les engins qui souhaitaient faire introduire en Algérie n'étaient pas homologués. Oui, il faut revenir à l'histoire. C'est l'histoire, ça reste de l'histoire. Il faut avancer, mais c'est la réalité. Exactement. Par contre, il y a des solutions intermédiaires. Aujourd'hui, le secteur agricole a besoin de machines agricoles performantes. La solution, pour l'instant, c'est l'importation. Et l'importation, quand on prend des décisions, on évalue leur faisabilité et leurs résultats. Si on a dit qu'aujourd'hui, on tolère l'importation des matériels agricoles à moins de 5 ans, si nous sommes en train de voir qu'il y a une dynamique qui va dans le sens de l'amélioration des équipements d'exploitation agricole, ça veut dire que la décision est bonne, on la maintient. Si on voit que les importations ne suivent pas les espérances, on va étudier, est-ce qu'à moins 5 années, ça reste intéressant pour les agriculteurs? Est-ce que le coût du matériel moins de 5 ans sur le marché mondial n'est pas trop cher pour nos agriculteurs? Est-ce qu'il ne faut pas réduire encore un peu? Il faut s'adapter et être à l'écoute des agriculteurs. Les agriculteurs connaissent ces aspects-là. Il faut vraiment leur faire confiance. Il faut les écouter. Ils peuvent donner des pistes d'adaptation et d'amélioration, des choix politiques. Regardez, les politiques agricoles doivent être l'émanation d'un dialogue entre l'ensemble des professionnels. Vous étiez en train de dire la synergie entre les secteurs, mais c'est aussi la synergie entre les secteurs et la profession. Tous les professionnels doivent être écoutés. Ils connaissent très très bien le marché mondial, ils connaissent les limites du marché national, ils peuvent aider à produire des solutions. Et c'est les agriculteurs qui nous nourrissent au quotidien. Alors je voudrais revenir avec vous sur un aspect qui est aussi très important. Professeur Ali Daoudi, on parle bien sûr de grandes exploitations avec une agriculture intensive, importante, mais comment faire en sorte à maintenir en vie les petites exploitations, qu'elles ne se fassent pas écrasées par les grandes? Qu'est-ce qu'il faudrait? D'autant que nous avons dans les zones rurales pratiquement 15 millions d'Algériens qui gravitent autour de ces régions et qui vivent des petites exploitations. Excellente question. Il faut assurer les deux. On a besoin des petites et des grands. Excellente question, parce que, au fait, les exploitations... Parce que là, on va nous écouter, ils vont penser qu'ils vont disparaître. Absolument, on a besoin d'eux. Absolument pas. Les petites exploitations... Ou moyennes exploitations. Familiales, exactement. Les exploitations familiales de taille petite et moyenne constituent, j'allais dire... Le vivier. Constituent vraiment l'ossature de secteur agricole et qu'il faut préserver. Il faut préserver pour plusieurs raisons. D'abord, parce que c'est eux qui font la pérennité du secteur. Elles font vivre des milliers de familles, 15 millions d'Algériens dans ces zones. Lorsque le secteur agricole n'est pas très rentable, il peut quitter le secteur.
Par contre, l'agriculture familiale ne quitte pas le métier. Et c'est donc la pérennité du secteur agricole, c'est l'agriculture familiale. 1. 2. L'agriculture familiale produit d'autres services que les biens agricoles. Elle produit de l'emploi pour les membres de la famille lorsque l'économie nationale n'est pas capable de créer de l'emploi pour eux. Elle produit des services écosystémiques parce qu'elle maintient et elle travaille des terres qui autrement seraient abandonnées et qui seraient soumises donc peut-être aux aléas climatiques et seraient dégradées. Donc elles produisent des services écosystémiques, elles produisent un service social en créant de l'emploi. Elles produisent un service social en créant aussi, en préservant les savoir-faire et les savoir-faire locaux. Mais aussi, ils occupent le territoire, ils dynamisent, 15 millions au niveau de ces régions rurales. les territoires ruraux, ils dynamisent l'économie locale. Donc oui, c'est une priorité, accompagner cette agriculture. L'une des pistes pour justement maintenir ces exploitations, il y a des exploitations familiales qui sont très performantes sur le plan technique et qui sont rentables sur le plan économique. Elles ont besoin d'être accompagnées comme les autres. Par contre, il y a certaines exploitations dans les territoires à handicap, notamment dans les zones de montagne, dans les zones typiques. Celles-là doivent être accompagnées sur la voie de la qualité. Produire des biens de qualité qui seraient... Labellisation qui serait vendue sur des marchés de niche, qui valorise les savoir-faire locaux, qui valorise la qualité de ces produits. Et donc ça, c'est une voie qui a été suivie à un moment. Il faudrait la consolider, créer des perspectives de développement pour l'agriculture des zones difficiles, parce que c'est quand même très stratégique pour notre pays. Alors, autre aspect qui est important, le label halal, c'est important, puisque nous avons vu de l'Occident, ils commencent à labelliser halal pour vendre aux pays comme les nôtres. On devrait faire la même chose? Bien sûr qu'on devrait. Il y a certains pays... Il faut le faire. Bien sûr qu'il faut le faire. Il y a certains pays qui exigent même la labellisation de produits végétaux halal. Le Soudan, c'est labellisation halal. Mais la question, c'est comment aujourd'hui doter le pays avec un mécanisme de certification et de labellisation qui soit reconnu à l'international. On ne peut pas continuer de dépendre des organismes internationaux. Nous avons la capacité technique, il faut que nos organismes s'adaptent et ils aient cette accréditation à l'international. Professeur Ali Daoudi, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin.